Que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Pour commencer cette actualité internationale, accord migratoire. UE-Tunisie, Meloni et Sayed partagent la même vision du monde. L'Union Européenne a finalisé son partenariat avec la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine, fermant les yeux sur les dérives autoritaires de son pays. Et là, il y a un partenariat, encore l'Europe qui dit « Oh là là, je veux pas tous ces migrants dans mon Union Européenne, on va faire des partenariats avec des pays pour leur dire « Gardez les migrants chez vous, on s'en fout comment vous les traitez, mais en échange, on vous arrose de thunes. » Ça marche avec la Libye, hein, ça marche avec la Turquie, ça marche donc apparemment aussi avec la Tunisie. Annoncé le 11 juin, le partenariat européen est assorti d'un soutien financier s'élevant à plus d'1 milliard d'euros, dont 900 millions de prêts. Évidemment, sinon, il n'y a pas d'intérêt pour la Tunisie de garder les migrants sur son sol. Oui, d'ailleurs, à noter que là, c'est Mark Rutte et Sofia Meloni qui sont en Tunisie, mais si l'accord a été signé, c'est bien que toute l'UE est dans le processus. Hein. Dès qu'il y a du monde en fait qui veut entrer en Europe, en général, quand ça passe par la Méditerranée, par la Tunisie, par la Libye, les personnes rentrent par l'Italie. Comme il y a assez peu de solidarité européenne, les pays disent à l'Italie démerdez-vous, et bref, voilà, pas non plus mettre toute la responsabilité sur l'extrême droite italienne. Alors l'extrême droite post-fasciste de Meloni est bien contente d'avoir signé cet accord, et puis politiquement pour Meloni ça doit être aussi avantageux, mais bien sûr toute l'Union Européenne est concernée. Hein. Dans son accord, Bruxelles prévoit de livrer d'ici à l'été des bateaux, radars mobiles, caméras et véhicules à la Tunisie pour l'aider à renforcer le contrôle de ses frontières maritimes et terrestres. Donc aussi on les sécurise, on les arme sécuritairement, on leur donne les moyens pour empêcher les migrants de se rendre en Europe. Au bord de l'effondrement sur le plan économique, la Tunisie fait partie des principaux lieux de départ pour les personnes qui essaient de rejoindre le continent européen. Parmi eux, des Tunisiens qui espèrent échapper aux difficultés économiques du pays et des migrants d'Afrique subsaharienne qui fuient une politique xénophobe de plus en plus intenable pour eux. La question du racisme en Tunisie aussi qui est de plus en plus prégnante. À la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants africains ont été chassés de Sfax, deuxième ville du pays. Ils ont alors été conduits par les autorités, d'après des ONG, vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Donc pour clarifier un petit peu, parce que là c'est pas hyper clair, zones inhospitalières, en fait ils ont été envoyés au milieu du désert sans eau ni nourriture. Des subsahariens expulsés de Sfax sur le rivage de la Méditerranée vers le désert. Mercredi 5 juillet, vers 10h du matin, Ismaël, un jeune Ivoirien installé en Tunisie depuis 2019, donc ça fait longtemps qu'il était là, vient d'envoyer au monde sa localisation exacte grâce à l'application de messagerie instantanée WhatsApp. Le repère placé sur la carte fait jonction entre la Tunisie à gauche, la Libye à droite et en face la mer Méditerranée. La nuit précédente, Ismaël et des dizaines d'autres ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été transférés de force de la ville portuaire de Sfax vers ce no man's land. Donc ils les ont vraiment envoyés à la frontière avec la Libye, dans le désert, ils ont dit démerdez-vous, au revoir quoi. Plusieurs dizaines de personnes, voire quelques centaines selon 3 témoins sur place, sont toujours amassés sur cette plage, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. On boit l'eau de la mer, on n'a rien mangé depuis hier, alerte une des femmes, son bébé dans les bras sous le soleil. Donc sans vivre, hein, vraiment absolument rien pour qu'ils puissent survivre. Écoutez, il est 8h, il est temps de passer à l'actualité nationale, et ça va encore être très pas la bonne ambiance, si vous voulez. L'actualité, c'est forcément un jeune adolescent de 17 ans qui a été tué par un policier lors d'un contrôle. C'est intéressant l'article de Loris Guémard sur Arrêt sur Image. Pourquoi? Parce qu'il parle de la façon dont l'affaire a été relayée au début. Et là, on revient au tout début de l'affaire. Et vous allez voir que ça pose beaucoup de questions sur la façon dont travaillent certains journalistes. Ce matin, un ado de 17 ans a été tué par un policier. La vidéo qui circule est terrible et sans équivoque. Il s'agit d'un meurtre, écrit sur Twitter la journaliste Tia Masbag. Reprenons le fil des informations données par les médias depuis donc ce mardi matin, et ce jusqu'à 14h30. Tout commence par un site web bien connu des asinautes, Actu17, le média préféré des policiers. À 9h53, son rédacteur en chef Stéphane Cazot publie une brève titrée « Nanterre, un conducteur mortellement blessé par le tir d'un policier lors d'un refus d'obtempérer ». Mortellement blessé, j'aime bien, c'est vraiment un euphémisme. Hein. Il n'a pas été tué, il a été mortellement blessé. C'est joliment dit, hein. Cazot indique au conditionnel qu'un homme aurait foncé sur les forces de l'ordre alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle. La dépêche de l'AFP mentionne ses sources policières mais relaye des éléments sans conditionnel. À la vue des motards de police, le conducteur s'est d'abord arrêté avant d'accélérer en leur direction, préfère la dépêche, qui remplace les sources policières par, attention, selon les premiers éléments de l'enquête. Ça marche bien aussi, voilà. Les premiers éléments de l'enquête, en fait, c'est juste le faux PV fait par les policiers. La vidéo accablante pour le récit policier, propagée jusque-là, est alors postée sur Twitter. Sur cette vidéo, l'on observe 2 policiers situés à côté d'une voiture qui tiennent le conducteur en joue de part et d'autre de sa portière. On entend, selon Sia Masbag, tu vas te prendre une balle dans la tête. La voiture bouge, un coup de feu est tiré, changement de plan, la voiture est accidentée.
Les articles sont réécrits sans signaler la nature des mises à jour. Chez Actu 17, un homme qui aurait foncé sur les forces de l'ordre alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle devient « Il a soudainement redémarré alors qu'un policier était à son contact. Puis il a brutalement redémarré, c'est passé de soudainement à brutalement évidemment, alors qu'un des deux policiers était collé au pare-brise de la voiture. » Quand même, c'est pas mal, on salue le tour de force de quand même faire croire que le policier était en danger, mais tout en décrivant réellement ce qu'il y a dans la vidéo. C'est pas mal, bien sûr. Oui, il y a entre ombre, redémarrer brutalement, ça permet aussi de... C'est aussi des adjectifs qui permettent d'un petit peu diminuer la responsabilité du policier, en disant oui, non mais il a redémarré en trombe. Mais vous voyez bien comment ça se construit en fait l'info, hein, sur un registre assez agressif, même côté la vidéo. Et là, BFM, attention, une journaliste en duplex de Nanterre et montre la grand-mère de l'adolescent tué déplorer sa mort, puis pour la première fois à l'antenne évoque les images. On voit en fait une situation pas très claire. Des policiers qui sont plutôt sur le côté du véhicule, et lorsqu'ils redémarrent, il n'y a pas de policiers devant le véhicule. C'est pas très clair, effectivement, hein, voilà. On voit quelque chose qui n'est pas très clair, peut-être que c'était aussi, dans cette vidéo, un pigeon qui dansait des claquettes. Bref, et pour conclure tout simplement, il y a une phrase qui est importante dans l'article, je vais pas vous lire toute la fin, mais il y a aussi toujours cette idée qu'il est préférable de relayer une information fausse plutôt que de rater le train de l'actualité. En théorie, les journalistes finissent par écarter les sources qui fournissent des informations fausses à intervalles réguliers ou par se méfier d'elles sur certains sujets. En théorie, mais pas avec les institutions policières, voilà. Loris Guémard relève quand même qu'il y a eu une amélioration par rapport aux derniers événements de ce type, mais que cette amélioration-là est vraiment très très faible, et qu'il y a encore énormément de problèmes. Ce que je vous propose, c'est de partir sur l'article de Mediapart. Après la mort de Naël, une nuit de révolte partout en France. Là, on va venir sur les conséquences et sur l'après. Alors, on a eu des révoltes, on a eu des manifestations dans plusieurs villes. Nanterre a été l'épicentre de la révolte de mercredi à jeudi, mais les secousses du meurtre de Naël, 17 ans, 2 jours auparavant par un policier, ont été ressenties dans toute la France, en banlieue parisienne, mais aussi à Bordeaux, Marseille, Lyon et alentours. Les jeunes se sont réappropriés la ville, manifestant leur colère envers les autorités et s'en prenant notamment au commissariat. À la cité Pablo Picasso, au milieu des carcasses de voitures et des barricades de fortune, nulle trace des policiers qui ont déserté la cité. Un peu plus loin, un tabac est en train d'être dévalisé. Ne rentrez pas à l'intérieur, avertit l'un des jeunes, vous risqueriez d'être identifié et interpellé, vous allez finir en garde à vue. Portant un sac poubelle rempli de cartouches de cigarettes, 2 Bordelais en survêtement noir tentent de retrouver le chemin vers la gare la plus proche, inquiets de se faire interpeller par les policiers de la BAC. Nous sommes venus parce que nous aussi, nous avons été victimes de violences policières, explique l'un d'eux. Le 14 juin, près d'Angoulême, un homme de 19 ans a été tué par un policier lors d'un contrôle routier. Sana est en alerte, elle s'inquiète pour son fils de 24 ans qui travaille dans la restauration. Je l'ai prévenu que tout brûle ici. Je ne veux pas qu'il rencontre les policiers, précise-t-elle avant de s'enquérir de notre sort. Vous n'êtes pas les bienvenus les journalistes, mais si vous restez à mes côtés, il ne vous arrivera rien, on ne s'en prend pas à une mère de famille. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé jeudi matin sur Twitter 150 interpellations, dénonçant une nuit de violence insupportable contre des symboles de la République, mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. On se demande pourquoi les habitants de ces quartiers-là s'en prennent à ces symboles particulièrement. Vraiment, c'est inexplicable, comme dirait Emmanuel Macron. Justement, violence policière, refus d'obtempérer, depuis 2017, une inflation létale, c'est Libé qui a sorti ça hier soir. Depuis plus d'1 an, chaque mois en moyenne, un automobiliste est tué par la police. Chaque mois en moyenne depuis plus d'1 an, hein. C'est quand même énorme le nombre de personnes qui sont victimes de ces tirs. Cette inflation mortelle s'est accélérée depuis le début de l'année 2022, mais elle commence en 2017. Entre la période 2012-2016 d'une part et 2017-2021 d'autre part, l'usage des armes par les policiers a augmenté de 26%, et les usages de l'arme contre un véhicule ont augmenté de 39%, une croissance largement supérieure à celle observée chez les gendarmes entre ces deux périodes. Mercredi, lors des questions au gouvernement, Gérald Darmanin a affirmé que depuis la loi de 2017, il y a eu moins de tirs et moins de cas mortels qu'avant 2017. C'est doublement faux. Depuis cette année-là, les tirs des policiers contre les véhicules sont non seulement plus nombreux, mais ils sont aussi plus mortels. Les chercheurs établissent que le nombre de tués par des tirs policiers visant des personnes se trouvant dans des véhicules a été multiplié par 5 entre avant et après le vote de la loi sécurité publique de février 2017. L'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les policiers peuvent utiliser leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, notamment dans la situation suivante, et c'est là le texte après qui pose problème, c'est ça. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Alors, c'est extrêmement vague, c'est extrêmement vénère comme texte, je sais pas si c'est clair la façon dont ce texte peut être employé n'importe comment. En fait, il n'y a pas de question de mise en danger de la vie du policier dans ce texte. Dans leur fuite, donc déjà dans leur fuite, combien de temps après ? 10 secondes après ? 15 minutes après, 4 heures après, c'est Minority Report.
C'est vraiment ça, c'est... Ah, je pense que cette personne est susceptible de perpétrer dans sa fuite des atteintes à sa vie ou à la vie d'autrui. Et donc je lui tire dessus. Susceptible, ça veut dire n'importe qui s'en va pendant un contrôle policier est susceptible de commettre des atteintes machin truc. C'est-à-dire que si quelqu'un s'en va, vous avez le droit de lui tirer dessus quoi. En gros, c'est ça que dit que sous-entend cet article de loi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe vu qu'il y a eu une augmentation des tirs mortels. Bon écoutez, on terminera là-dessus sur ce thème. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent été et je vous fais des poutous. Salut tout le monde.